Bonsoir à toutes et à tous et merci d'assister à ce nouveau webinaire des mardis de Protilab. Une fois de plus, vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre invitation puisque vous êtes plus de 200 inscrits ce soir et nous vous en remercions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Philippe Ducatillon, directeur marketing et commercial chez Protilab. Ce soir, nous avons une nouvelle fois l'honneur d'accueillir le docteur Bernard Toiti, qu'on ne présente plus tant il est connu dans le domaine de la dentisterie esthétique notamment, et qui va aborder le thème suivant: extraction, implantation, temporisation, les exigences du secteur esthétique, les considérations biologiques et les paramètres de la réussite. J'en profite enfin pour vous inviter à poser vos questions via la barre verticale qui est située sur la droite de votre écran dans l'onglet questions. Bon webinaire à toutes et à tous. Docteur Toiti, c'est à vous. Bien, d'abord, merci Protilab. Merci de me permettre de m'exprimer à nouveau ce soir pour la deuxième partie. Vous savez qu'on a une première partie qui est encore visible sur YouTube. Et ce soir, comme on vous l'a dit, on va partager avec vous quelque chose de très intéressant et qui est un sujet, bien sûr, tout à fait présent, l'extraction, implantation et temporisation. D'abord, voilà, je vous parle de cet endroit. Vous voyez le troisième étage, la petite lumière. Eh bien, c'est là que je suis, dans mon cabinet. Pour le moment, je suis tout seul dans mon bureau. Vous voyez, mon prothésiste, Pascal Favori, avec qui je passe pas mal de temps dans mon travail, n'est pas là. Et on va essayer d'aborder ce sujet, car, bien entendu, il y a des indications pour quelque chose qui ne peut que satisfaire les patients lorsqu'ils sont face à une extraction, comme c'était le cas au niveau de cette dent numéro 22. À la fin de la séance, la personne est partie, cette dame est partie avec une dent provisoire que vous voyez sur votre écran, la latérale de gauche. Il est évident que le choc d'une extraction, immédiatement remplacé par un implant et une dent provisoire, même si elle ne peut pas être fonctionnelle immédiatement, c'est quelque chose qui leur plaît. Mais il y a des conditions à cela, il y a des facteurs biologiques qui sont à étudier. Lorsque l'on fait une extraction, comme vous le voyez ici, on curette l'alvéole, on va placer un implant, comme vous le verrez, dans plutôt la partie linguale de l'alvéole, aux dépens de l'os palatin, en laissant un petit vide qui sera comblé par un substitut osseux. Et vous voyez, souvent, à la suite de chocs, il y a des résorptions externes, il y a des ankyloses, un certain nombre de facteurs qui font que des dents doivent être extraites. Au secteur antérieur, le déficit esthétique est toujours très important. Alors, il faut définir d'abord un but. Et le but de ces interventions, c'est d'abord d'avoir un placement d'implant qui soit stable et qui soit au moins 35 newtons par centimètre, avec un os et des tissus mous qui restent le plus stable possible, et nous verrons que c'est difficile, et une intégration qui, à défaut d'être parfaitement esthétique, doit être au moins harmonieuse au niveau de la restauration prothétique, et enfin qu'elle soit durable. Vous voyez, le cahier des charges est important. La première chose à définir, c'est que les implants ne sont pas des dents. Beaucoup de procédures se ressemblent, mais en réalité, les choses sont très différentes, car des implants n'ont pas un ligament parodontal, et dans ce ligament, qui a une fonction bien entendu fonctionnelle, mais aussi nourricière, il y a au niveau des implants, il n'y a plus la vascularisation qui est contenue dans ce ligament parodontal, et le tissu muqueux est un tissu qui est beaucoup plus fragile, c'est un tissu un petit peu comme cicatriciel. Ensuite, un implant a des dimensions plus petites, circulaires. Et la couleur, sauf quand c'est expérimental, la zircone, le titane est gris. Donc on voit qu'on a déjà des caractéristiques différentes, mais ensuite et surtout, l'espace biologique est différent. On a affaire à des tissus plus fragiles, et nous verrons comment. Et ensuite, les restaurations prothétiques qui, dans une dent, s'arrêtent la plupart du temps au niveau du sulcus, au-dessus ou au milieu, là, elles sont transmuqueuses et demandent donc à la nature de se réorganiser biologiquement pour faire une attache qui soit la plus hermétique possible. Donc, si on va résumer, on a une barrière muqueuse, donc un espace biologique différent, une vascularisation plus faible, donc un moins grand potentiel de défense, et surtout une architecture osseuse qui sera plate, un peu comme une classe 4 de Miller. Autour d'un implant, on n'a pas ces espèces de papilles, de pics osseux qui existent aussi au niveau des dents naturelles. Donc on a cette architecture qui va poser un déficit.
Alors, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il faut tout le temps faire un implant? Est-ce qu'on peut faire des pontiques? Quelles sont les indications? Vous voyez, il y a 20 ans, j'ai fait ce cas où sont mélangés des dents unitaires, des implants unitaires, un petit bridge avec un pontique, et l'intégration, je pense, est plutôt bonne. Pourtant, vous le voyez, on avait affaire à des composants à l'époque qui étaient très différents de ceux que l'on a maintenant. On n'avait pas encore de faux moignons en zircone, nos connaissances étaient très différentes, et voilà le cas de départ, et vous avez vu de quelle manière il a pu être réglé. Donc, il faut penser qu'il y a des indications pour des implants, mais il existe aussi des indications pour des prothèses plurales fixes, des bridges. Il faut d'abord définir, est-ce que les conditions cliniques vont nous permettre d'avoir des papilles interdentaires. Et là, il existe des tableaux auxquels vous pouvez vous référer, comme ce Tarnot et de Salama, qui montrent que lorsque l'on a une grande distance entre la gencive au niveau proximal et le pic osseux, comme par exemple 5-6 mm, eh bien, on n'aura de papilles que si l'on fait des pontiques. Parce que cette distance, gencive-os, sur le plan proximal, eh bien, pour un implant à côté d'un implant, est limité à 3,4 mm. Autant dire qu'il faut faire des sondages, et que ce sont des sondages qui vont nous permettre de voir la prévisibilité de la reproduction de ces papilles, et vous savez qu'elles sont indispensables à une bonne esthétique, même petites, c'est pas très important, mais il faut qu'elles soient existantes. Un trou noir, c'est quelque chose qui est très très mal vécu sur le plan esthétique. Enfin, il faut toujours, avant de choisir une option thérapeutique, il faut faire une étude préimplantaire, une planification. Ensuite, l'extraction doit être atraumatique. Et en fait, il faut comprendre quelles sont les répercussions biologiques de ces extractions, puisque l'extraction a des conséquences qui sont importantes. En quelque sorte, il faut faire un protocole avant de décider quelle est la meilleure option de traitement, et il faut surtout évaluer le site extractionnel. Quelle est l'importance du défaut osseux s'il y a un défaut osseux, et surtout, quel est le biotype du patient. Enfin, une fois qu'on aura ces résultats, ces questions, on décidera si on peut faire une implantation immédiate ou si elle doit être retardée de 6 à 8 semaines, ou enfin s'il faut attendre une cicatrisation complète de la crête. Le plus important cliniquement, c'est de définir tout de suite quel est le biotype du patient. Le biotype, en quelque sorte, c'est l'épaisseur de la gencive dans la direction bucco-linguale. C'est un critère de résistance, un critère de stabilité tissulaire, et bien entendu, en général, lorsque le biotype est épais, ça signifie aussi que la paroi osseuse alvéolaire, vestibulaire, si importante dans sa conservation, est elle aussi épaisse. Donc le biotype fin est un biotype dangereux, difficile, pour lequel il faudra prendre certaines mesures. Le biotype épais est un biotype beaucoup plus favorable. Maintenant, la question, c'est comment peut-on objectivement évaluer cette épaisseur? Il est dit qu'un biotype fin, la gencive à ce niveau-là, en vestibulaire, tourne autour de 6/10 de millimètre, alors que pour un biotype épais, ça sera plutôt 1,5 mm. Vous voyez, la différence entre les deux, c'est quelques dixièmes de millimètre, au maximum 1 mm. Donc, c'est quand même quelque chose qui est difficile à évaluer, mais qu'il faut connaître, et il y a certaines méthodes pour cela. Ensuite, quel est le bénéfice en épaisseur d'une greffe? C'est en général 1 mm. Donc, vous voyez qu'avec 1 mm et une greffe, comme il sera amené à en faire lorsque le biotype est fin, on peut passer d'un tissu fin à un tissu plus épais, résistant. On appelle ça booster le biotype, rendre bien sûr les conditions plus favorables. Votre arme, c'est la sonde. Il est dit, quand on prend une sonde métallique, pas une comme celle-ci, si on voit la sonde en transparence, eh bien c'est que le biotype est fin. Et à l'inverse, si ce n'est pas visible, c'est que le biotype est épais, donc plus favorable et plus résistant. Il y a quelque chose de moins anecdotique, de plus scientifique, c'est de faire un cone beam. Et sur le cone beam, on peut mesurer la paroi alvéolaire, comme vous la voyez ici, à cet endroit. Et donc, la table externe peut être mesurée. Elle peut être mesurée directement sur le cone beam. Et ça nous donne quand même quelque chose de beaucoup plus objectif à ce niveau-là. Donc, définir le biotype du patient. Et ensuite,
derrière une dent à extraire comme cette incisive, se dire qu'est-ce qui se passe grâce à des radios, grâce à des sondages, grâce à des cone beams, essayer de définir le site. Quel type de perte osseuse on a? Parce que quelquefois, les pertes osseuses ne se voient pas, parce que la gencive vient recouvrir, et là, vous voyez qu'on a affaire à une incisive qui est perdue, qu'il va falloir extraire, mais quand on observe la patiente, à part la petite rougeur que l'on voit sur la gencive, cette centrale de droite ne laisse pas présager extérieurement une perte aussi importante qui était de plus de 10 mm, comme vous pouvez le voir. Donc, se prémunir et examiner, utiliser les cone beams. Encore une fois, ici, si cette dent doit être extraite, on apprend beaucoup de choses grâce au cone beam. Il n'y a pas de paroi osseuse externe. Si un implant doit être placé, il doit être réangulé en lingual parce que sinon il sortirait. Vous voyez l'axe de la dent. Donc se méfier, car sur une dent naturelle, il y a toujours une possibilité que la gencive reste attachée à la surface, même à la surface directe du sément, ce qui n'est pas le cas au niveau d'un implant. Donc c'est ce que l'on appelle l'évaluation du risque esthétique. Et ça, il y a des tables dessus, comme cette publication de Levin, qui vient d'un consensus du groupe ITI. Et bien entendu, il est important de définir, de faire une analyse pré-chirurgicale du risque. Et vous voyez, le tableau est très complet. Il peut y avoir un risque faible, un risque moyen ou un risque élevé. Et ça tient compte, comme je vous l'ai dit, aussi de la ligne du sourire, du biotype gingival, des habitudes du patient, est-il fumeur ou pas, est-ce que le site est infecté ou non, est-ce que les dents adjacentes ont un bon parodonte et un niveau osseux qui est convenable, puisque en réalité, la reformation des papilles dépend beaucoup essentiellement du pic osseux qui se trouve sur les dents adjacentes. Donc ce tableau est à retrouver dans les publications de Levin, et bien entendu, c'est ce qu'on appelle l'évaluation du site. Les altérations des crêtes sont très importantes après les extractions. Et il faut savoir que certains pensent qu'attendre que ça cicatrise et que l'os soit reformé est une bonne chose. Pas dans tous les cas. Verticalement, on peut perdre jusqu'à plusieurs millimètres. Enfin, dans l'étude de Tan, vous voyez, c'était sur la partie buccale, vestibulaire, 1,24 mm après 6 mois. Et horizontalement, c'est là que c'est très important, souvent plus que verticalement, jusqu'à entre 3 et 4 mm après 6 mois. Donc, vous voyez qu'il y a une altération très rapide du capital osseux autour des dents que l'on doit extraire. Et après 1 an, cette partie osseuse est relativement stable. On a donc très fréquemment ce genre de situation avec un défaut horizontal important qui va affecter bien sûr l'esthétique et aussi d'autres paramètres comme peut-être aussi la résistance de l'implant. Beaucoup d'études à ce niveau-là sur la perte osseuse. Et quelle que soit la géométrie de l'implant, en fait, c'est une complication biologique qui est inévitable. On va voir comment peut-être on peut la compenser, mais en tout cas, biologiquement, l'os alvéolaire, il va en grande partie disparaître, surtout sur la partie vestibulaire, verticalement et horizontalement, il va se remodeler après une extraction. Donc le problème, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire une implantation immédiate ou retarder? Faut-il attendre le site cicatrisé? Ou peut-être simplement faire un bridge? Parce qu'il y a des situations où la prothèse, elle a toute sa place. On va commencer par voir quelles sont les situations où l'implantation doit être retardée. Alors, il y a encore ce consensus de Hammerle qui définit plusieurs types. On peut faire une implantation immédiate après 6-8 semaines, après 3 mois, ou voilà à peu près les différents types, ou même en crête cicatrisée qu'on appelle le type 4. Il faut savoir que lorsqu'on extrait une dent au niveau d'une alvéole, le caillot osseux seul suffit à une bonne régénération spontanée et qu'il n'est pas nécessaire dans une alvéole de mettre autre chose, de laisser autre chose se former qu'un caillot. Seulement le problème, c'est qu'après quelques semaines, la paroi externe, qu'on appelle en anglais bundle bone, qui est un os ligamentaire, qui fait partie intégrante du parodonte, cette paroi osseuse externe, elle se résorbe. Et ça nous pose prothétiquement et esthétiquement de grands problèmes.
Joseph Kahn, dans une de ses études, a montré que la résorption, si on ne fait rien, c'est au moins 71% sans greffe. 33% de résorption si on fait une greffe externe de type conjonctif enfoui, mais seulement 4% si on fait une greffe conjonctive enfouie à l'extérieur et entre l'implant et la paroi osseuse, si elle existe bien entendu, de mettre du bio-os, un substitut osseux comme cette hydroxyapatite d'origine bovine, donc des cristaux minéraux. Donc vous voyez qu'on peut réduire on ne peut pas freiner ce phénomène, mais on peut le réduire en réalisant ce type de greffe dans un espace qui se trouve entre l'implant et la paroi externe de l'alvéole, que l'on appelle le gap ou le jumping distance, et qu'il faut bien entendu remplir avec un matériau qui de préférence ne sera pas résorbable. Voici un exemple, celui que vous avez vu tout à l'heure. Vous voyez que la perte était très importante, et on avait un défaut osseux que vous voyez, mais quand même avec des murs osseux proximaux qui font que dans un cas comme celui-ci, alors qu'on a une grande disparition d'os, il a été possible de faire cette régénération par une chirurgie un peu semblable à celle-ci, avec un substitut osseux, avec une membrane et du tissu conjonctif, mais sans avoir à soulever de lambeaux. Donc, on est ensuite passé à la partie prothétique, et ce qui est intéressant ici, vous voyez sur la radiographie, la partie greffée, l'os, la stabilité de l'os et l'existence de l'os, et surtout sur la vue de gauche, le volume obtenu. C'est un volume en 3D. C'est pas simplement qu'on a réussi à avoir un résultat vertical, mais aussi horizontalement, on a gagné en faisant quoi? Eh bien, on a rempli le gap avec un substitut osseux, peu résorbable, comme le bio-os, pour le citer, et on a fait une petite greffe conjonctive. Je vous passe sur les modèles. Vous voyez la réalisation de la prothèse. Ici, c'est très simplement, bien entendu, un faux moignon en zircone qui est mis sur ces composants. En fait, moi, j'aime bien que la connexion soit titane sur implant. Donc, en réalité, le coping en zircone, il est collé sur un tube qu'on va appeler comme ça en zircone, en titane. Voilà, vous voyez l'assemblage. Ainsi, on aura, dans l'implant, on aura une connectique qui sera une connectique de titane. Un faux moignon céramo-métallique. Encore une fois, ce qui est intéressant ici, c'est le volume qui a été obtenu. Et notre approche a été une approche où on a fait une régénération osseuse, bien entendu, et on a retardé la pose de l'implant en posant un petit bridge provisoire qui est un bridge à la rochette. Voilà, vous avez ici le résultat sur cette personne. C'est une dame qui a 75 ans, à peu près 73-75 ans, et vous voyez le volume osseux qui a pu être conservé dans ce cas et l'intégration de ses dents unitaires. La technique utilisée dans son cas, puisqu'il n'est pas fait de lambeaux, c'est ce qu'on appelle la technique du cône de glace, qui est semblable à celle-ci. La dent est extraite, curetée, et dans un cas comme celui-ci, on met une matrice ici en collagénique sur la paroi externe et légèrement aussi de retour sur les faces proximales. Et ensuite, on remplit, comme un cône de glace, on remplit avec le substitut osseux. Et ensuite, on peut procéder à la pose du bridge provisoire. Donc, vous voyez que la partie cervicale de la pontique va conserver le contact avec la muqueuse de la zone extractionnelle pour modeler le tissu. On ne laisse pas de vide, on vient juste au contact de cela et en même temps, vous voyez qu'on fait très attention à avoir cette géométrie, maintenir la gencive pendant la période de cicatrisation. Voilà un exemple de cette technique. Ici, vous voyez les situations de la 11 avec une résorption radiculaire importante, extraction, on substitue osseux pour conserver le maximum de l'alvéole, pose d'un bridge provisoire à la rochette et on attend. Quelques semaines après, et moi je conseille dans un cas comme ça d'attendre bien 3 mois,
de préférence, on voit déjà qu'il est possible là d'avoir un début de cicatrisation intéressante et il sera possible de poser un implant et à nouveau, si nécessaire, de faire encore une petite greffe conjonctive enfouie si l'on veut gagner plus de gencives, plus de muqueuse, puisque à ce niveau-là, ça va être le critère un peu de jugement de la réussite de l'entreprise. Voilà la dent provisoire. Vous voyez qu'on attend une maturation tissulaire. Il ne faut jamais se précipiter dans un cas comme cela et laisser quelques semaines à nouveau. Et sur la diapositive de droite, vous voyez le volume qui a été obtenu par cette stratégie de combiner une greffe conjonctive enfouie sur la paroi externe. Bien entendu, la dent n'est pas fonctionnelle. On ne donne pas de contact pendant la pose de la prothèse provisoire qui est sur un implant fraîchement installé. Voilà la cicatrisation avec la forme obtenue. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien les prothèses transfixées. Et là, elle est collée, la partie en zircone, la couronne et sa chape en zircone sont collées sur le tube en titane et ensuite restaurées et transvissées en bouche. Il y a bien entendu qu'une seule possibilité dans notre main, c'est de compenser le remodelage qui est absolument, on va dire, inévitable. On peut peut-être le ralentir avec des matériaux de comblement qui sont non résorbables ou peu résorbables, mais en réalité, les recherches se font plutôt vers des alternatives, comme ce qu'on appelle le socket shield, conserver un fragment de la racine sur le plan externe vestibulaire, ou encore faire des petites greffes corticales. On sort un peu du sujet parce que ça n'est pas vraiment encore quelque chose de rentré dans les mœurs, c'est expérimental, mais c'est très prometteur parce que le but, c'est d'essayer de contourner le problème en gardant une vascularisation et une partie du ligament parodontal, ce qui freinerait la résorption. Alors, comment? Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'il en existe d'autres? Chacun essaie de chercher dans son coin, mais il semblerait actuellement que la meilleure solution, disons cliniquement, ce serait de compenser avec cette greffe à la fois et ce remplissage avec un os synthétique, avec un substitut osseux. Voilà ce qui semble être disons, dans la norme clinique acceptée. Lorsque l'on fait une greffe et lorsqu'on remplit une alvéole, il est intéressant de faire ce genre de greffe en forme de sel qui amène les cicatrisations, vous voyez là, comme le montre l'équipe de Rompen, parce qu'on épaissit la muqueuse en vestibulaire, en linguale, et qu'on ferme cette chose. Voilà les résultats que j'ai pu obtenir. Vous voyez à gauche les épaississements, à droite le type de cicatrisation. Donc, vous voyez, pour un omnipraticien, il faut maintenant apprendre à faire des petites greffes et comprendre que les fibroblastes, qui sont les cellules du tissu conjonctif, elles sont très intéressantes parce qu'elles amènent, par leur rôle contre l'inflammation, et elles amènent leur potentiel de régénération. Donc, ce n'est pas simplement l'épaisseur du tissu. Dans l'épaisseur du tissu, il y a plus de vascularisation, il y a plus de fibroblastes, il y a plus de moyens de défense. Encore un exemple, résorption radiculaire. Toujours avoir une dent provisoire de prête, parce qu'on ne sait jamais si on va pouvoir faire l'immédiat ou souvent coller aux dents adjacentes. Alors là, vous voyez la perforation qui existait, on fait pareil, le cône de glace, on prépare, on modèle la provisoire, on met des fibres à l'intérieur et on colle sur les dents adjacentes en prenant bien soin de conserver le contact avec la gencive marginale pour ne pas perdre cette architecture et bien enfermer l'hydroxyapatite dans l'alvéole. Quelque temps après, surtout lorsque, vous voyez, ce cas-là, c'est une gencive qui était épaisse, quand on rentre, on fait une réentrée après quelques mois, on voit que l'os s'est reformé très bien et qu'on a un bon volume gingival et osseux qui nous permet de prendre l'empreinte par une technique classique et de mettre une dent monobloc transvissée sur base zircone que le laboratoire peut stratifier, et c'est une solution de choix, et d'obtenir une situation qui est satisfaisante. Vous voyez, la canine, la 13 a été transformée en 12 pour des raisons esthétiques, et là, même si la papille distale est plus petite, on a quand même une intégration qui est très satisfaisante par cette technique. Et on voit
qu'on peut fermer l'accès par un petit composite très simple. Les conditions dans lesquelles on peut immédiatement placer un implant sont évidemment différentes et il faut les évaluer à l'aide de beaucoup de facteurs dont je vous cite quelques-uns ici. Première chose, il est quasi obligatoire d'avoir un cone beam parce que c'est la seule façon de voir où l'implant pourrait être mis et quel est en coupe l'endroit où il y a de l'os au-delà de la racine, puisque c'est là que va s'ancrer notre implant. Et il faut bien savoir que ceci a été classifié par Joseph Kahn et que toutes les situations ne sont pas favorables. Comme vous le voyez, dans un grand nombre de cas, eh bien, on est dans un volume osseux qui est tout petit et il faudra s'en accommoder. Donc, voir les coupes. Pour obtenir ce résultat, où la 21 est une dent naturelle, la 11 est un implant immédiat, il faut avoir un cahier des charges et respecter un protocole qui amène effectivement à ce type de situation. Les patients sont très critiques. Ce n'est pas l'ostéo-intégration qui les intéresse, mais plutôt le résultat final esthétique et tissulaire. Et pour cela, il faut prendre du temps, il faut connaître les dérives biologiques de l'extraction, savoir les compenser et donc être un peu plus invasif que simplement poser un implant. D'abord comprendre qu'il existe plusieurs situations que j'ai décrites déjà dans mon premier exposé pour Protilab, et que quand on est dans un cas comme classe 2, avec une perte osseuse relativement importante ou très importante comme classe 3, eh bien, il faudra faire des choix qui seront des choix différents. Je vais vous montrer ici quelques-uns de ceux que j'ai fait avec mon ami Mario Groisman. J'ai eu la chance d'être professeur en visite pendant 7 années à Rio de Janeiro. J'ai beaucoup appris avec ces excellents chirurgiens. Et vous voyez que ce qui est très important, c'est de sonder, voir pourquoi il y a une fistule ici au milieu. Où est la fistule? Quelle est la situation de l'os, par exemple, ici? Vous voyez que là, on a presque 6 mm. Donc, on va savoir que là, en distal, ça va être très difficile d'avoir une excellente papille. Donc, on peut prévenir le patient et réaliser la chirurgie. D'abord, bien sûr, guider la position de l'implant, le mettre en position linguale, on l'a déjà dit, combler le gap avec un os de substitution, faire un prélèvement de tissu conjonctif que par la technique de l'ascenseur, on va glisser dans une poche vestibulaire et que vous voyez ici, qui est très importante, qu'on laisse dépasser pour gagner un petit peu en hauteur, vous le voyez absolument là, et ensuite poser un moignon, car très souvent, par différents types techniques, on peut prévoir à l'avance le type de moignon ou bien le faire pour l'après-midi ou le lendemain si on n'a pas été capable de le faire, mais on est capable d'utiliser des techniques pour positionner un implant qui a été préparé à l'avance ou que l'on peut faire à partir d'un implant qui est un implant du commerce. Notez le profil transmuqueux, concave, que nous avons développé depuis 11 ans déjà avec nos amis Rompen et Van Doren et qui est maintenant un consensus mondial. C'est vraiment un changement de paradigme de passer de moignons transmuqueux, disons, divergents à des concavités telles que celle-là et des résultats d'intégration comme ce que vous voyez ici. La papille distale, c'était prévisible parce qu'on était à 6 mm de l'os, et vous savez que pour une dent naturelle proche d'un implant, 4 mm 5, c'est un maximum. Et voilà, le cone beam qui vous montre que l'implant a été bien placé, et la radiographie avec la stabilisation de l'os autour de l'implant. D'autres exemples de situations identiques où on a, vous voyez, ces profils de transmuqueux plus étroits, plus concaves, de zircone. Et la zircone, elle est désinfectée. On veille toujours à désinfecter dans l'ultrason, dans des solutions désinfectantes, avec de la chlorhexidine, tout ça pour provoquer une bonne attache cellulaire et le résultat que vous voyez ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après 3 ans, vous voyez cette 21, après 5 ans, on a une stabilité si on a respecté tout ce qui vient d'être dit, pas simplement la stabilité de l'implant, mais tout ce qui se passe autour au niveau tissulaire. Et principalement, je le répète, l'épaisseur de la muqueuse
sur le plan vestibulaire. Et là, vous voyez, c'était à l'époque, on n'avait pas encore de moignons en zircone, c'est des moignons en titane. Et vous voyez quand même qu'on a réussi à avoir un résultat tout à fait convenable, mais déjà les profils transmuqueux plus étroits. Donc laisser une espèce de joint torique, épaisseur de gencive tout autour, et ne pas créer de blanchiment en repoussant celle-ci. Vous voyez le cone beam, comment il est important, il vous laisse prévoir la situation d'une dent fracturée. Et le type d'implant que l'on aime, type d'implant comme celui-ci, c'est un Opel Active, parce que ce sont des implants qui ont des stries qui sont très coupantes, qui ont une stabilité primaire très importante et qui ont un col qui est rétréci en direction occlusale et non pas un col divergent. Donc ils vont laisser l'os se reformer tout autour et surtout, même lorsqu'on a une angulation qui est, comme vous la voyez ici, oblique, inclinée, on a maintenant des systèmes de vis angulés qui permettent de rattraper jusqu'à 25%. Donc, vous voyez qu'on peut, dans un cas comme ça, quand même sortir sur la face occlusale. Donc, ce qui est très important, c'est le choix du moignon. Zircone, transmuqueux étroit, concave. Et moi, je préfère, comme vous le voyez à droite, que la connexion soit titane sur titane. Donc, on a pour habitude d'utiliser celle-là parce que quand même, zircone, plus de fragilité, plus de dureté, beaucoup de problèmes. Enfin, pour ne pas gâcher les choses, dans la phase provisoire, il faut déjà que la prothèse provisoire, elle ait ce profil. Il ne faut pas qu'elle repousse la gencive marginale. Il faut qu'elle la laisse descendre. Il faut la vernir. On vernit avec des vernis comme les Biscover ou Palacil, très bien polis, avec une zone concave. Parce que dans les moments d'urgence, comme c'est le cas ici, eh bien, on est obligé, le patient vient après une fracture, c'est une chute, on est obligé d'utiliser des éléments provisoires, il y en a dans toutes les marques, mais moi j'aime bien que la partie cervicale en métal et toujours prendre le plus grand soin à la dent provisoire, un petit évent sur la partie linguale en sous-occlusion pour ne pas, bien entendu, mobiliser cet implant qui, bien que stable, est quand même critique dans sa période d'ostéo-intégration après 3, 4, 5, 6 semaines. Très attention à cette partie. Et on est étonné, ça c'est le jour de la chirurgie. Regardez 8 jours après. 8 jours après, on a déjà une bonne cicatrisation muqueuse. Pourquoi? Parce qu'on a respecté un certain nombre de facteurs et c'est vraiment très rapide. Maintenant, il faut laisser la nature faire. Vous voyez, tous les facteurs sont importants, l'os, l'implant, mais aussi quelquefois, quand on n'a pas assez d'os, on peut utiliser l'orthodontie pour tracter la dent, pour amener en position occlusale un peu plus de volume osseux et se simplifier la vie. Vous voyez comment la dent a été tractée, toujours dans la bonne axe et non pas en direction vestibulaire. Puis la dent extraite, elle nous aura servi, même si elle était perdue, elle nous a servi pendant un moment. On peut placer les implants du type de ceux que j'ai décrits, avec le profil que vous voyez à droite, la provisoire que vous voyez au milieu, laisser régénérer, mettre un moignon en zircone, et ce travail qui est fait avec mon ami Mario Grossman, et qui a un prothésiste célèbre, qui est Christian Kochman, vous voyez le résultat ici de l'intégration à plus fort gros plan. Pour obtenir ce genre de résultat, il faut bien entendu une équipe soignante, donc il faut un prothésiste de laboratoire qui comprenne ces choses-là, qui comprenne les volumes, qui ne fasse pas des prothèses surdimensionnées. Il faut un praticien qui ait posé les bonnes indications. La technique immédiate, elle n'est pas adaptée à toutes les situations. Il faut en tout cas, lorsqu'on le fait, apprécier le biotype gingival et s'il est fin, savoir faire des greffes, ce qui n'est pas obligatoire lorsqu'il est très épais, mais savoir reconnaître l'un de l'autre. Voilà. Je pense que vous avez ces recommandations qui sont en conclusion, qui sont résumées par Levin. Utiliser le cone beam, épaissir la paroi osseuse avec un substitut osseux mis dans le gap, avoir un très bon placement dans la 3 dimensions d'un implant, c'est-à-dire légèrement au-dessous de l'os 1 mm, en position linguale et à une
équidistant des dents adjacentes, quand même en laissant un certain gap qui sera rempli par le substitut osseux. Le remplir, celui-ci, avec un substitut peu résorbable, comme celui que je vous ai cité, et enfin la contribution du patient pour éviter de mobiliser la dent, mais surtout pour la maintenance et le contrôle de plaque. Voilà, j'ai essayé de rester dans les 37-38 minutes pour vous permettre de poser des questions, et maintenant je suis à votre disposition, et la parole est à vous. Merci, docteur Toiti, pour cette présentation complète et vraiment très claire. Elle est tellement claire que pour l'instant, je ne vois pas de questions chez les participants. Alors, il y a quand même des questions qui sont en train d'arriver. Alors, je vais vous lire Est-ce que vous ça. voulez qu'on remette les images des caméras, peut-être? Non? Vous voulez que je Oui. sorte? Alors, je vais sortir de mon diaporama. Voilà. De toute façon, on nous voit à l'écran, hein, donc normalement, il n'y a pas de problème. Dans le secteur postérieur, si on veut conserver le volume osseux et gingival, doit-on suivre le même protocole? Oui, exactement le même protocole. Il est moins critique au secteur postérieur parce que le secteur postérieur est moins festonné, que l'on a affaire plutôt à un os qui est plus plat. Mais lorsque l'on fait une extraction, si l'on veut poser un implant immédiatement, il faut dans ce cas-là le poser dans les mêmes conditions que le secteur antérieur et à peu près faire la même chose. Par contre, si l'on veut retarder, ce qui parfois est le cas au secteur postérieur, il y a moins d'obligations esthétiques. Il faut savoir préserver l'alvéole et utiliser, bien entendu, une greffe de tissu conjonctif ou épithéliaux-conjonctif, ou bien simplement des petites matrices collagéniques pour maintenir le substitut osseux dans l'alvéole le plus possible. Voilà. Il ne faut pas laisser, bien sûr, une alvéole à l'air nu comme ça, parce qu'on perdrait beaucoup plus de tissu, de volume tissulaire. Très bien. Bon, écoutez, a priori, voilà, encore une fois, votre présentation était très claire. J'ai essayé de résumer, parce qu'en 30 ou 40 minutes, 35 minutes, résumer, on va essayer de poser un peu les principes. Poser les principes, c'est de se dire que tous les cas ne sont pas identiques. Qu'il est important, avant de prendre une décision et de promettre au patient de faire un implant immédiat, d'évaluer les risques. Les risques, non pas simplement les risques dus à la perte osseuse, mais les risques qui résulteront de l'esthétique obtenue. C'est pour ça qu'il y a des tableaux pour cela, et que moi, je conseillerais à tout le monde de faire un cone beam, ou du moins, si on n'en a pas, d'en faire un. Ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend beaucoup de choses que parfois la radiographie ne montre pas, et que le sondage a du mal à identifier. Cette intervention, elle permet d'être plus prudent, mais en même temps de se prémunir de grosses erreurs. Parce que lorsqu'on peut hésiter, il faut de toutes les façons avoir la dent provisoire déjà de fait, parce que soit elle pourra être utilisée sur un moignon provisoire si l'implant est installé dans de bonnes conditions et si on a choisi de le placer. Et si on a une hésitation, parce que souvent les situations ne sont pas claires, on est un peu dans le type 2, il y a de l'os, mais on ne sait pas comment ça sera suffisant. Dans ce cas-là, on peut, comme je vous l'ai montré, mettre des fibres de polyéthylène et les coller aux dents adjacentes. Donc, toujours prévoir une situation qui peut être favorable ou défavorable. Et bien entendu, ça, c'est une situation qui est très simple. Maintenant, lorsqu'on sait à l'avance que le défaut osseux est important, moi je conseille de préparer un bridge à la rochette. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il va falloir le déposer plusieurs fois. Lorsque vous faites votre extraction, il y a un défaut osseux, vous le comblez, vous mettez votre substitut, vous mettez votre membrane, vous faites une greffe gingivale, vous fermez, vous installez votre bridge provisoire une première fois. Mais il est bien évident que 3-4 mois après, vous allez revenir dessus, il va falloir l'enlever pour poser l'implant tout seul, ou peut-être l'implant plus encore une greffe gingivale. Et après, il faudra le remettre à nouveau. Si vous avez un bridge qui est précaire, ou simplement mis sur des petites fibres délicates,
il va se passer la chose suivante, c'est qu'il va falloir tout refaire chaque fois. Le bridge à la recette, il est très pratique parce que vous pouvez, avec une petite fraise boule, supprimer les petits points où la résine est passée à travers l'armature métallique et vous pouvez le déposer avec un petit ciseau à émail en faisant une mini tranchée au niveau de l'armature métallique. Donc, je considère qu'il est important d'avoir un cone beam, de savoir évaluer le site, de savoir prévoir l'esthétique, ce qui permet de faire un plan de traitement au patient où on l'avertit des résultats. Par exemple, qu'une papille, s'il veut absolument avoir un implant immédiat, dans quel état seront les papilles mésiales et distales. Et souvent, la distale est plus petite, mais vous voyez, parfois, ce n'est pas choquant. Et le patient averti est un patient qui sera toujours plus heureux que celui qui va découvrir quelque chose et qui va imaginer qu'on ne l'a pas prévu. Donc, être bien informé. Ensuite, comprendre les conditions biologiques. J'ai essayé de mettre l'accent là-dessus, qui est, lorsqu'on a un patient avec des tissus très épais, c'est bon. Et dans tous les autres cas, eh bien, il faut savoir compenser cette chose-là. Parce que, bien entendu, le remodelage tissulaire, il est inévitable. Si on a compris ces éléments, disons, fondamentaux, le reste, après, c'est relativement secondaire. Mais ce qui est principal, c'est cette évaluation et le fait que la courbe d'apprentissage, eh ben, elle est progressive. On ne devient pas, on ne fait pas de remplacement d'une incisive centrale chez une personne qui a un sourire qui dégage ses collets, qui a une ligne du sourire élevée, on ne le fait pas immédiatement. Il faut savoir que ce sont des situations difficiles qui prennent du temps. Ce temps, il faut le prévoir, il faut se faire honorer en conséquence parce qu'il y a plusieurs visites de contrôle, comme vous le comprenez très bien. Et pas se dire simplement, je vais mettre un implant, il va être stable, il va tenir. Oui, oui, même un implant provisoire peut être intégré, on le sait. Si on a compris ça, ben, tant mieux. C'est que c'est bien. Très bien. Bon, on a plein de questions là qui sont arrivées dans l'intervalle. J'en ai une autre. Quelle solution existe pour préserver l'os septal et conserver la papille à bonne hauteur? Il n'existe pas de... Bon, la première chose, c'est de placer l'implant à au moins 1,5 mm ou 2 mm de la dent adjacente. Là, on préserve déjà le pic osseux. Et en fait, le pic, il dépend de la santé parodontale des dents adjacentes. Lorsqu'on n'a pas ce pic osseux, comme je l'ai expliqué, on ne peut pas le reformer très très facilement. Et dans ce cas-là, il faut soit prévoir de faire un pontique et un bridge. Par exemple, si les dents adjacentes sont des dents qui portent déjà des prothèses, ou bien concevoir qu'on aura des papilles qui seront moins pyramidales. Mais les précautions sont celles que je viens de dire. Il n'y a pas de magie pour reformer un pic osseux si les dents adjacentes, par exemple, ont des problèmes parodontaux, ne sont pas saines. Alors, c'est cela l'évaluation. C'est ce que l'on doit voir en premier. Et le premier geste, c'est de prendre sa sonde et de sonder en proximal, en vestibulaire, de mesurer et de se reporter aux chartes qui sont maintenant très bien connues, qui existent depuis 15 ans au moins, et qui nous donnent quoi? La prévisibilité de la reformation des papilles. Et ces papilles, en priorité, elles dépendent de la distance entre, disons, la gencive et le pic osseux. Mais reformer des pics osseux, c'est une autre histoire. D'accord. Faut-il privilégier les bridges type ovale pontique ou au contraire quelque chose de non compressif en temporaire? Non, en temporaire, il ne faut pas être ovate pontique parce que d'abord on veut laisser le maximum de bios, bien sûr pas en transmuqueux, ovate pontique, non. Par contre, légèrement être sous-gingival pour maintenir la gencive, oui. Donc en fait, c'est pas un pontique ovalaire comme on l'entend en prothèse habituellement, où on peut pénétrer de 2-3 mm facilement en dessous, mais disons 1 mm et surtout en vestibulaire, maintenir la gencive marginale et même redessiner son zénith. Vous savez que le zénith, la partie la plus haute, elle est distale, oui. Donc la maintenir, mais pas la comprimer. En tout cas, le mot comprimer, il ne doit pas exister. Parce que lorsque l'on comprime, on modifie la vascularisation, on provoque des rétractions,
en fait, on crée des perturbations. Non, on est à un point où on ne doit pas avoir de blanchiment, mais par contre, on ne doit pas avoir non plus de trou d'espace entre la provisoire et la gencive, parce que sinon la gencive s'effondre. En fait, c'est un tissu qui a besoin d'être soutenu et il faut le maintenir à sa place. Et si on sait le maintenir à sa place, eh bien, on a gagné la partie. Moralité, ça prend plus de temps de faire une prothèse provisoire que de placer l'implant. Très bien. Il y a une autre question. Si un implant n'est pas prévu dans l'immédiat, est-il intéressant de combler l'alvéole par du bio-os pour éviter la fonte osseuse alvéolaire? Oui. La question est oui. En fait, il a été montré par beaucoup d'études que ces substituts osseux, là on a cité le BIOS ou des similaires, ils sont difficilement rongés par les ostéoclastes, pour parler simplement, qu'ils sont difficilement résorbables ou presque non résorbables. Et c'est vrai que les substituts osseux, mais maintenus en place, donc il faut les recouvrir d'une greffe, ou bien au moins jusqu'à ce que le caillot se forme d'une membrane collagénique, oui, ils vont contribuer à garder une partie du volume. Maintenant, il faut savoir que l'os alvéolaire et la corticale vestibulaire, ça fait partie du parodonte. Donc, il y a toujours un certain remodelage. On peut le limiter, mais on ne peut pas le stopper. On ne sait pas encore stopper complètement le remodelage. Par contre, on sait le compenser. Donc, c'est ce que l'on fait. En fait, toute la dentisterie, elle est moins invasive. La chose qui est plus invasive maintenant, ben, c'est cela, parce qu'il faut apprendre à gérer ce genre de phénomène biologique et d'essayer d'améliorer le biotype et de l'augmenter. Alors, on l'augmente. C'est pas mal. Ça change un tout petit peu la texture de surface d'un implant, de la muqueuse qui est un tout petit peu plus vernissée au début, mais ça se fait avec le temps et vous avez vu, c'est pratiquement invisible ensuite. Très bien. Il y a une question sur le zénith gingival dont vous parliez tout à l'heure. Comment prédire la position du zénith gingival? Le zénith, il est donné par la forme de la provisoire. En fait, ce zénith, il était dû à la zone de plus grand contour de la racine. La zone de plus grand contour de la racine amène la position plus haute de la gencive à ce niveau-là. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'une dent, une incisive d'un enfant pousse à travers la muqueuse, ce qui sort en premier, c'est le tiers incisif. Eh bien, si vous regardez un enfant à ce moment-là, la gencive marginale, elle est parfaitement horizontale, parce qu'elle suit simplement la forme de la dent. Plus la dent est graisse, plus on arrive au niveau cervical, où effectivement, comme vous le savez, le plus grand bombé, il est distal. Et c'est pourquoi, dans une dent naturelle, le zénith, il est distal. Et si on veut le rétablir, eh bien, il faut, avec la dent provisoire, faire une dent provisoire qui soit un peu plus bombée en distal, un peu plus haute en distal et un peu plus bombée. Et on va redessiner petit à petit cette chose-là. Et si on ne sait pas le faire, le laboratoire après pourra aussi nous aider, ou si on ne l'a pas fait parfaitement, en réalisant aussi une prothèse qui aura aussi un peu plus de volume en distal, et ça redonnera tout le chic de cette gencive qui, au lieu d'être parfaitement horizontale dans sa courbe, elle aura ce petit dégradé entre le distal qu'on appelle le zénith et le reste. Ça donne cette forme de papillon qui est en fait... voilà. On le modèle par la dent provisoire. Par la pontique, on peut faire pareil avec la pontique aussi. D'accord. Une dernière question peut-être. Pendant la phase de temporisation, les contacts proximaux de la provisoire doivent être légers, normaux ou intenses? Non, normaux. C'était un leurre. On disait oui, il ne faut pas toucher parce que ça risque de mobiliser, que les dents adjacentes mobiles risquent de la mobiliser. Non, ça c'est des histoires. Si vous laissez un espace, il y aura des tassements alimentaires. J'en ai vu encore aujourd'hui sur un patient qui venait de l'étranger qui avait un problème sur une dent provisoire. Le dentiste avait laissé un espace entre la centrale et la latérale et elle avait des aliments qui étaient coincés et qui avaient fait une inflammation. Non, il faut un contact normal. Il ne faut rien changer à cela. Les contacts qui sont faibles sont les contacts occlusaux et plus particulièrement les contacts dynamiques. C'est si vous avez un patient qui bruxe et qui n'est pas coopératif de ce point de vue-là, il est évident que vous risquez d'avoir des échecs par mobilisation de l'implant. Et pas tellement le jour où on l'a mis, mais plutôt quand il commence à oublier qu'il a cette dent provisoire et qui vient 3-4 semaines après, c'est le pire,
parce qu'il y a une petite action ostéoclasique après trois semaines, et c'est à ce moment-là que boum, il mord dessus et il risque de le mobiliser. Donc moi, je fais revenir les patients presque chaque semaine. En tout cas, la première semaine sûre, quelquefois aussi la deuxième semaine, et après un mois. Enfin, je les rappelle. Voilà. Et quand ils ne peuvent pas venir, on leur téléphone et on leur rappelle les consignes, parce que de manière très amusante et très curieuse, ces procédures ne sont pas douloureuses. La pose d'un implant immédiat après une extraction, ça a des suites en général très favorables et pratiquement asymptomatiques. Donc le patient oublie, et après 8 jours, vous avez vu dans quel état ça se passe. Après 8 jours, il a une gencive d'une couleur normale, il ne sent plus rien et il oublie. Il oublie. Et c'est le moment qui est critique. Donc, moi, je conseille de faire un suivi, de bien motiver, d'éliminer les patients qui ont des occlusions très croisées, très serrées ou qui bruxent. Et dans ce cas-là, choisir une autre solution. La solution retardée, par exemple, ça peut être une solution qui est convenable. On n'est pas obligé de faire une temporisation immédiate à tout le monde. On le fait dans des indications favorables. Enfin, je n'ai pas donné la statistique. Les statistiques ne sont pas meilleures lorsqu'on fait une implantation retardée par rapport à une implantation immédiate. Ça tourne à peu près autour des mêmes chiffres dans la littérature, 97, 98%. Bon. Il n'y a pas de différence significative à condition qu'on reste dans le cas des indications et qu'on respecte les protocoles. Et le protocole, c'est de vérifier quelle est l'architecture du site osseux, quelle est l'anatomie du défaut osseux, qu'est-ce que l'on peut faire pour cela et quels choix devons-nous faire. Immédiat, retardé, très retardé, jusqu'à la cicatrisation, ou peut-être tout simplement faire un bridge. Il ne faut pas s'acharner à faire des implants, surtout si les dents adjacentes sont médiocres, dépulpées, ou qu'elles portent déjà de vilaines facettes, ou des couronnes. Enfin bref, si on n'est pas invasif à ce niveau-là, après tout, pourquoi pas, si on a un gros défaut osseux, de ne pas chercher les choses les plus compliquées. Tout ça, c'est un dialogue de consentement éclairé du patient. Voilà. Très bien, mais bon, il y a encore beaucoup de questions, mais malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à toutes On ces peut en questions, prendre encore une idée si vous voulez. alors si vous voulez, alors la dernière, en cas de remplacement d'une canine, peut-on recréer le bombé vestibulaire caractéristique des canines? Bon, au niveau de la phase provisoire, c'est pas indispensable, mais ça ne pose pas de problème. Parce qu'en réalité, le bombé d'une canine, il n'est pas transmuqueux. En fait, on, on mélange souvent le profil enfoui, on appelle ça en anglais submergence profile, le profil enfoui, au profil non enfoui, emergence profile. Le profil enfoui de la dent provisoire, il doit être toujours bien mesuré, pas compressif, et si on veut même que la gencive vestibulaire redescende un peu, créer une petite concavité comme vous l'avez vu sur les dents provisoires. Par contre, qu'après il y ait un petit bombé, moi ça ne me gêne pas. Il ne faut pas l'exagérer parce que ça serait peut-être l'occasion de pression jugale contre la dent, mais certains parodontistes disent même que des petits bombés, ils créent une déflexion alimentaire et qui protègent là aussi la gencive marginale. Donc, si ce bombé n'intervient pas au-dessous de la gencive marginale, personnellement, j'y vois pas d'inconvénient. La difficulté du canine, c'est que souvent elle a un rôle occlusal important et que là, c'est une dent sur laquelle il faut faire très attention parce que c'est pour l'implantation immédiate probablement une des plus difficiles. Donc, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'interférence en latéralité. Ça, c'est l'essentiel. Donc, un implant stable, un profil transmuqueux convenable, une gencive épaissie, un patient qui collabore. Voilà, ce sont déjà des critères de réussite. Ceux qui veulent se lancer devraient plutôt commencer peut-être par les prémolaires, ou les latérales. Les latérales sont bien protégées par la centrale et la canine. Une latérale n'a pas une dent symétrique juste à côté. La dent contralatérale est de l'autre côté. Donc une latérale, c'est souvent un peu plus facile. L'erreur à ne pas commettre, c'est de mettre des implants trop volumineux. On est maintenant à des implants de beaucoup plus petit diamètre. Pour une latérale, ça sera 3 mm, 3 mm et demi maximum. Voilà, donc les conseils. Ou une prémolaire, aussi, la prémolaire, une 14 par exemple, une 24, c'est aussi une façon de commencer
oui, à s'initier à la technique. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Dr Toiti, pour cette présentation ainsi que pour toutes ces réponses. Je remercie également tous les participants qui étaient nombreux ce soir. Pour ceux qui veulent revoir ce webinaire ou pour ceux qui n'ont pas pu y assister tout simplement, sachez que la vidéo sera en ligne dès demain sur notre site internet www.lesmardisdeprotilab.com. Vous pourrez revoir donc cette vidéo et également les vidéos des webinaires passés. Je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore, Dr Toiti. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Merci.